Bébé collé, jumeau jaloux. Reprenons la même lettre, pour en venir à la question que la mère vous posait. Le petit garçon et la petite fille, qui ont maintenant 5 ans et demi, ont progressé ensemble, sans qu'on puisse dire que l'un dominait l'autre. Ils étaient très différents l'un de l'autre, avaient des centres d'intérêt nettement distincts. Il y a toujours eu entre eux à la fois une grande émulation et une grande rivalité jusqu'à l'âge de 5 ans, quand ils sont allés à l'école. À ce moment-là, on avait l'impression que la fille était plus avancée que son frère. On sentait qu'elle dominait le garçon, surtout par sa débrouillardise. Vers 5 ans, c'est le garçon qui a fait un bond en avant, très brutal, surtout au niveau de l'école. Ils étaient dans la même classe et il semble que la maîtresse a beaucoup complimenté le garçon de ses progrès. La mère précise bien que dans la famille, ni son mari ni elle-même n'ont fait de comparaison entre les deux enfants, ni de commentaires. À partir de ce moment-là, j'ai eu l'impression que la petite fille se laissait écraser par son frère. Elle avait même tendance à régresser. Langage moins bon, troubles de mémoire, etc. Cette situation dure maintenant depuis 6 bons mois. La mère a demandé que ses enfants soient dans 2 classes différentes, ce que d'ailleurs les enfants ont accepté avec beaucoup de plaisir. La question est, comment aider la petite fille à sortir de cette impasse? Comment faire pour qu'elle retrouve confiance en elle-même? J'ai l'impression que cette petite fille vient de découvrir sa féminité, à savoir ce qui la différencie de son frère. Longtemps, comme ils étaient jumeaux, cela allait de soi. La question ne se posait même pas. Il est possible que les parents ne leur aient pas assez parlé de la différence entre eux, ne leur aient jamais dit des choses très simples comme toi, tu deviendras un homme, toi, tu deviendras une femme. Dès leur très jeune âge, je crois aussi qu'elle a eu la malchance d'être en classe avec une maîtresse. Si c'était un maître, comme elle a la langue bien pendue, c'est normal pour les petites filles, elle aurait été toute voile dehors pour lui. Le garçon, à ce moment-là, se serait dit bon, ici encore c'est elle qui a le dessus. Mais à l'école, le garçon a rencontré d'autres garçons. Il s'est dit tiens, ils sont comme moi, et elle n'est pas comme moi. Peut-être que les parents n'ont pas assez parlé de la différence sexuelle. C'est pour cela que les enfants se sentent à présent soulagés d'être séparés. Car les jumeaux de sexe différents comme ceux-là ne peuvent pas être amoureux l'un de l'autre, comme ça se passe normalement entre garçons et filles à partir de 3 ans. Tous les enfants qui sont à l'école à cet âge, garçons et filles, qu'ils le disent ou non, ont un petit fiancé ou une petite fiancée parmi leurs camarades. Et une petite fille tient son frère à l'œil. Jusque-là, c'était elle sa préférée. Mais voilà que lui, il a maintenant comme copain des garçons et puis peut-être une petite fille qui l'attire. Elle s'est sentie délogée de sa place de seul compagnon et en même temps de seule fille pour son frère, c'est normal. Il faut que ses parents lui expliquent cela. Il faut dire à ses enfants dès maintenant que l'amitié, ils l'auront toujours, mais que frères et sœurs, il faut bien qu'ils arrivent à se séparer puisque chacun d'eux est fait pour avoir un autre compagnon plus tard. Elle, un garçon qui sera son fiancé puis son mari, et lui, une autre fille, plus tard, sa femme. Et lorsqu'il s'agit de vrais jumeaux, 2 filles ou 2 garçons, alors là, c'est tout à fait différent, parce que la rivalité est grande entre des jumeaux. Généralement, elle est camouflée jusqu'à l'âge de la puberté. Jusque-là, ils sont d'habitude comme un binôme, on ne peut pas les séparer. Et c'est dommage. Les parents qui voient ça auraient intérêt à les habiller différemment dès qu'ils sont tout petits, à leur donner des jouets différents, même s'ils les échangent entre eux, à les faire inviter séparément chez des amis différents quand cela est possible, à les mettre dans les classes différentes. Mais c'est vrai qu'il y a des jumeaux inséparables. S'ils se développent bien, sans se nuire l'un à l'autre en classe par trop de dépendance, et s'ils le désirent vraiment tous deux, on peut les laisser ensemble. Il est toujours mauvais d'élever tout pareillement 2 enfants rapprochés. Ça l'est aussi pour des jumeaux. Ce qui, il faut bien le dire, n'est pas connu, on voit tellement de petits frères ou de petites sœurs habillés de la même façon. Justement, or, les jumeaux devraient être des individualisés, très individualisés, dès qu'ils sont petits parce que sinon, ils se collent l'un à l'autre. Il y en a un qui est dominant, l'autre qui est dominé, et c'est mauvais pour les deux. C'est peut-être pire pour le dominé que pour le dominant. Il vaudrait mieux, dès que possible, les séparer. Quant à la classe, 2 maternelles différentes si c'est faisable. Il faut agir de la sorte le plus tôt possible parce que lorsqu'ils ont déjà pris l'habitude d'être toujours collés ensemble, on ne peut plus les séparer. Et au moment de la puberté, ça se transforme en une guerre terrible. Aucun d'eux n'admet l'arrivée d'un troisième élu de l'autre.
Il y en a toujours un qui se pose comme rival de l'autre, si celui-ci se met à faire attention à un petit camarade. Il vaut donc mieux qu'ils ne soient pas, sans arrêt, sous les yeux l'un de l'autre. Qu'ils soient jumeaux ou non, les enfants doivent être vus par leurs parents comme des personnes totalement différentes. C'est très important, même s'ils se ressemblent beaucoup. J'ai souvent entendu dire autour de moi, les jumeaux, on ne les sépare pas. Ce n'est pas parce que, avant de naître, ils ont été ensemble qu'il faut qu'on continue à les voir comme le reflet l'un de l'autre. C'est comme si on les chosifiait. On les réfère toujours à leur passé. Il faut les juger aujourd'hui, et aujourd'hui, ils sont différents. Généralement, ils ont un parrain et une marraine différentes. Que cela les emmène séparément. Vous voyez, il faut tout le temps les distinguer l'un de l'autre, leur permettre de développer des personnalités aussi différentes que possible. Et puis là aussi, à ne pas hésiter à parler, à expliquer, naturellement. Dire non pour faire oui. Obéissance. Cette lettre-ci pose le problème de l'autorité dans la famille. Je voudrais bien savoir à partir de quel âge on peut exiger d'un enfant l'obéissance. Ramasser ses jouets, rester à table, aller au lit, arrêter de jouer, fermer une porte. Cette femme a un enfant de 2 ans. Elle ajoute: il faut que je ruse à longueur de journée afin de me faire obéir, car, depuis quelques mois maintenant, il entre dans une période du non systématique qui s'affirme de plus en plus. Cet enfant est en train de muter sa psychologie de bébé, qui ne pouvait pas manquer de faire qui ne pouvait. Cet enfant est en train de muter sa psychologie de bébé, qui ne pouvait pas manquer de faire ce que sa maman lui demandait, auparavant. Auparavant, il était toujours comme sa mère le voulait, parce que sa maman et lui ne faisaient qu'un. Il arrive maintenant à distinguer moi de moi toi. Il devient autant moi que sa maman. C'est la période du non, qui est une période très positive si la mère la comprend. L'enfant dit non pour faire oui. Cela veut dire non parce que tu me le demandes. Et immédiatement, mais en fait, je veux bien le faire moi. La maman pourrait beaucoup aider son enfant en lui disant, tu sais, si ton père était là, je crois qu'il te le dirait aussi. Il ne doit pas insister trop. Quelques minutes après, l'enfant le fera. Il le fera pour devenir un homme et ne pas rester un enfant qui est commandé, comme un chien, comme un petit qui a besoin d'un maître. Or lui, il est en train d'advenir à la possibilité de dire moi je. Ce n'est pas très commode pour la maman, mais c'est un moment très important. La mère parle aussi de ranger. Eh bien, un enfant ne peut pas ranger sans danger avant 3 ans et demi, 4 ans. Un enfant qui range trop tôt peut devenir obsessionnel. À savoir, quelqu'un qui, plus tard, fera les choses pour les faire, mais non pas parce qu'elles ont un sens, selon une espèce de rite. Il n'est plus dans le vivant, il est soumis comme une chose aux autres choses, alors que l'utilité de ranger, les parents, eux, la connaissent bien, l'enfant, pas du tout. Plus il y a de désordre, plus il se sent dans le droit de vivre. Quand un enfant joue, il met du désordre, c'est obligatoire, il n'a pas encore son ordre. Son ordre va arriver à 7 ans. Il peut néanmoins commencer à ranger à 4 ans, surtout si, chaque fois qu'il est question de ranger, la mère lui dit: bon, maintenant, avant de faire autre chose, nous allons ranger. Tiens, aide-moi. Elle fait les 3 quarts du travail. Il en fait le quart, à regret, mais il le fait. Au bout d'un certain temps, il le fait aussi parce qu'il voit son père ranger. Mais attention, les garçons dont le père ne range jamais ont beaucoup de peine à devenir rangeurs. Il faut se faire aider par le père qui peut, par exemple, dire à son fils: tu vois, moi, je n'ai pas appris à ranger quand j'étais petit. Cela me gêne beaucoup. Je ne retrouve pas mes affaires. Ta mère a raison. Essaie de devenir plus rangeur que moi. Et c'est un fait connu. Les garçons ne deviennent pas rangeurs, justement, parce que c'est leur mère qu'ils rangent quand ils étaient petits et qu'ils n'ont pas été aidés par leur père, soit par exemple, soit par l'exemple, soit en paroles qui leur font comprendre la gêne que le désordre apporte à la vie quotidienne. Quant aux autres problèmes, rester à table ou aller au lit, si un enfant dit simplement non et n'y va pas. Mais ce n'est pas bien d'aller au lit quand on n'a pas le sommeil. Important pour les parents, c'est d'avoir la paix à partir d'une certaine heure du soir. À ce moment-là, il faut dire: eh bien, maintenant, c'est l'heure de nous laisser tranquilles, nous voulons être tranquilles. Va dans ta chambre et tu te coucheras quand tu auras sommeil. C'est tout. L'enfant se couchera, non pas parce qu'on l'y oblige, mais parce qu'il a sommeil. Ou alors, il s'endormira sur un bout de tapis, à un endroit où il aura moins froid, 1 heure ou 2 après. Les parents le mettront dans son lit. Les rythmes de la vie, il faut que l'enfant les apprenne par lui-même.
Si c'est la mère qui commande et décide tout, finalement, il n'aura plus son corps à lui. Son corps appartiendra encore à l'adulte. C'est un danger pour l'acquisition de l'autonomie. Une autre alerte concerne également les petits problèmes du soir dans les familles. Une mère écrit: J'ai un petit diable qui a 14 mois, mais déjà, à 8 mois, il avait cassé les barreaux de son lit pour pouvoir descendre et taper à la porte quand il ne voulait plus dormir. Maintenant qu'il a 14 mois, il a trouvé un autre moyen. Il s'endort très souvent devant la porte-fenêtre de l'appartement. Il finit par s'endormir par terre. Nous n'avons pas voulu le perturber. Nous avons simplement installé un tapis un peu plus épais pour qu'il n'ait pas froid. Assez curieusement, depuis que nous avons installé ce tapis, il y va de moins en moins. Et les questions: qu'est-ce qui peut attirer un enfant dans le coin d'un appartement? Le paysage derrière la porte-fenêtre ou les lumières dans la rue? Peut-être aussi le frais, parce que c'est un enfant qui n'aime pas du tout les draps et les couvertures, qu'il repousse perpétuellement. Pourquoi y va-t-il moins depuis qu'il y a un tapis? C'est un peu compliqué. Je crois que, même si la mère n'avait pas mis de tapis, au bout d'un certain temps, il aurait fait la même chose. Au début, l'enfant va vers quelque chose qui lui semble être une issue. Il aimerait bien, par exemple, aller se promener dans la rue. Pourquoi pas, après tout, puisqu'il n'a pas sommeil. Alors, il va là où, peut-être, il y a à voir quelque chose. Il se distrait. Il ne sait pas encore lire, regarder les images tout seul. Donc, il va voir ce qui bouge, la vie. Quand les enfants se couchent, il ne faut pas ranger leurs jouets avant qu'ils s'endorment. Il faut d'abord les coucher et ranger les jouets après. Les jouets, ça fait partie d'eux-mêmes. Ça va dormir parce que eux, ils vont dormir. Et cet enfant, il voit que la vie continue, peu à peu. Il s'habituera à son propre rythme et à ses besoins de repos et de sommeil. Dans quelque temps, il montera seul dans son lit. Pour l'instant, il en a cassé les barreaux. C'est bien, il n'en a plus besoin. À 8 mois, c'est déjà une belle performance. Oui, c'est qu'il est fort. Dès qu'un enfant devient un peu acrobate, il faut mettre à côté de son lit. Il faut mettre à côté de son lit pour qu'il n'en tombe pas un système d'escalier, ou une chaise, un petit tabouret, pour qu'il puisse descendre facilement de son lit en enjambant les barreaux. Rien n'est plus mauvais pour un enfant qui ne dort pas que de se sentir enfermé dans une cage, surtout pour l'enfant unique. C'est difficile. Dès qu'ils sont deux ou trois dans la même chambre, c'est très bien, parce qu'ils s'amusent jusqu'au moment où le premier s'endort. À propos de la période du non chez les enfants. Elle se place autour de 18 mois pour les garçons très précoces, chez d'autres à 21 mois. C'est un moment à respecter, à ne pas prendre à contre-pied, ne rien répondre. L'enfant fera un peu plus tard ce que sa mère lui a demandé. Revoici le repas familial. C'est une mère qui vous écrit. Elle a une fille de 5 ans qui est l'aînée de deux autres enfants. Son mari et elle ne sont pas d'accord quant à la façon d'apprendre à cet enfant, très jeune, à bien se tenir à table. À mon avis, mon mari lui demande beaucoup trop pour son âge, car il exige que cette petite fille se tienne droite, les coudes au corps, mange la bouche bien fermée, sans faire de bruit. Et moi, j'estime qu'il faudrait plutôt aller par paliers, attendre que quelque chose soit acquis pour aller plus loin, pour demander plus. Pendant la semaine, les enfants prennent leur repas dans la cuisine, mais le dimanche, les repas deviennent réellement éprouvants pour tout le monde, à cause des remarques constantes de mon mari à notre fille. Comment arriver, en fait, à un équilibre entre repas d'éducation d'une part et repas d'agrément d'autre part? Que peut-on vraiment demander à un enfant de 5 ans? Est-ce qu'il ne faut pas attendre un peu plus? Autre aspect, qui est assez important, mon mari donne à notre fille des coups de fourchette légers, bien sûr. Cette dame s'empresse de préciser par ailleurs que le papa est exemplaire, qu'il joue beaucoup avec ses enfants, qu'il les aime bien, qu'il suit leur étude, qu'il leur lit des livres. Mais enfin, à table, cela frise quand même un peu l'hystérie. C'est bien mieux que la mère nous écrive sans que le père nous ait donné son avis lui aussi. Je dois dire que cette petite, à 5 ans et demi, devrait manger tout à fait comme une grande personne. Il est possible qu'à force de faire manger les enfants seuls dans la cuisine, la mère ne leur ait pas appris à manger proprement. L'enfant peut le faire sans problème à 3 ans, tout à fait comme un adulte. Je crois que le père voudrait en quelque sorte que sa fille soit bonne à manger des yeux. Il la traite même un peu comme une denrée alimentaire. Il la pique avec une fourchette. Il voudrait que sa fille soit vraiment parfaite, parce qu'il l'adore probablement. Et elle doit sentir cela.
Je me demande si tout ça ne vient pas surtout de l'angoisse de la mère, si la petite n'en joue pas un peu. Elle sent très bien que son père et sa mère sont brouillés à cause d'elle, pour l'histoire des repas. Il faudrait, au lieu de se mettre dans tous ces états à propos de ce qui se passe à table, que la mère prenne la petite fille, le jour où le père n'est pas là, et qu'elle lui dise: Écoute, nous allons nous arranger pour que tu manges parfaitement bien. Ton père a raison, il faut que tu arrives à manger bien. Ça t'amuse peut-être que ton père à table ne s'occupe que de toi. Eh bien moi, je n'aime pas ça. Ce serait beaucoup plus agréable si à table, on parlait d'autre chose. On dirait que c'est la guerre au moment des repas. Pour la mère, c'est très mauvais. Pour la petite, ce n'est ni bon ni mauvais. Cela n'a aucune importance, pour ainsi dire, puisque ce sont des privautés de papa vis-à-vis d'elle qu'elle obtient, en rivale triomphante de sa mère. Ce qui est ennuyeux, c'est qu'il n'y a plus de repas de famille. Alors que la mère fasse cet effort auprès de sa fille. Je crois que celle-ci peut arriver à manger proprement en moins d'une semaine. Si vous me permettez une remarque personnelle, il y a quand même une grande marge entre manger proprement et être alarmé. Est-ce qu'on peut vraiment demander à un enfant de 5 ans non seulement de manger proprement, mais aussi de se taire, de manger la bouche fermée? Est-ce vraiment important pour son éducation? C'est important uniquement parce que son père l'exige. Aurait-il raison de ne pas y attacher l'importance? Il n'y attachait pas, S'il n'y attachait que l'importance nécessaire, eh bien je suis sûr que la petite mangerait déjà proprement. Elle provoque son père pour qu'il y ait des histoires. C'est très drôle, à 5 ans, de voir que papa et maman se disputent à cause de soi. Et même si sa mère ne le dit pas, la fille, elle, le sent. Et finalement, c'est elle qui est la reine pendant le repas, puisque le père ne s'occupe que d'elle. Je me demande si la mère ne pourrait pas prendre à part son mari, en dehors bien sûr des heures de repas, et pas devant les enfants, et lui dire: Et si les enfants continuent à manger avant nous, même pendant le week-end, jusqu'à ce qu'elles mangent parfaitement bien? Peut-être que lui, ça l'amuse beaucoup aussi. Je n'en sais rien. Là, c'est déjà un autre problème, celui du père, qui lui n'a pas écrit de lettre et ne se plaint de rien. Recommence à tous les repas le même scénario, comme s'ils étaient, lui et sa fille, deux clowns qui se jouent un sketch réussi. Une question que j'allais vous poser, c'est: y a-t-il une période du gros mot? Je m'explique. Une mère de 3 enfants, 2 garçons de 7 et 4 ans et une fille de 3 ans nous écrit ceci. Personnellement, je ne suis pas trop sensible aux gros mots. Mais enfin, c'est quand même un peu délicat en société, quand les gens sont là, d'entendre les enfants se balader dans l'appartement en se jurant comme des charretiers. Ce n'est pas une habitude dans notre famille de dire des gros mots. Donc, ça vient de l'école. Elle ajoute: Le dernier, d'acquisition récente, c'est putain. Ils disent putain, putain, putain. La précédente mode, qui était cacaboudin, semble déjà être tombée en désuétude, ce qui me paraît de bon augure pour les suivantes. Qu'est-ce que je dois faire? Dois-je faire la sourde? Pour un enfant, dire des gros mots, ça le pose. C'est formidable. Il est vraiment une grande personne. Et même en écrire sur les murs, dès qu'il sait écrire, c'est formidable. Ce qu'il faut leur dire, c'est, par exemple: Eh bien, qu'est-ce que vous savez comme gros mots? Ce sera vite fini. Il y en a 4, 5, et le père dira: Tu n'en sais que 4 ou 5? Écoute, apprends-en davantage, parce qu'à l'école, il faut que tu en aies de nouveaux. Et puis au père, d'en inventer n'importe lesquels, s'il est à court. Et de dire aussitôt: Ça, c'est pour l'école. Ici, tu dois vivre comme tes parents. Mais surtout, il faut tous les savoir. Et si tu ne sais pas les écrire, je te montrerai comment on les écrit. L'enfant sera très content. C'est donc permis quand il est au milieu de ses camarades parce que ça le pose. Et à la maison, on vit comme à la maison, chaque famille, selon son style. Quand les enfants sont dans leur chambre, avec la porte fermée, eh bien, la maman ne doit pas écouter à la porte. C'est leur monde à eux. Et quand par hasard ça arrive, ils prononcent des gros mots devant tout le monde, il faut leur dire: Ici nous sommes en société, fais comme les grandes personnes, sans ça tu auras l'air d'un bébé. Quand il s'agit d'enfants qui ont vraiment besoin de prononcer des gros mots, alors la mère dit: Ça, tu vas le faire au cabinet. Tout le gros va se faire au cabinet. Alors vas-y, je t'en prie, soulage-toi au cabinet. Et elles seront très étonnées, les mères, d'entendre les enfants hurler dans les cabinets tous ces gros mots, et après de les voir contents. Parce qu'ils ont besoin de les sortir. Il y a aussi ce qu'on appelle des enfants répondeurs. La réplique de la maman doit être dans le genre: Tu sais, moi, je n'ai rien entendu, j'ai mis mes filtres.
L'enfant ne sera pas dupe, la réponse signifie que ce n'est pas bon de dire tout ça. Et parce que la mère l'a fait entendre avec malice, l'enfant, lui, en sera reconnaissant. Nu devant qui? Nous avons déjà évoqué les problèmes de la nudité des parents devant leurs enfants, et vous y aviez répondu assez rapidement parce que ça semblait pas un problème très important. Eh bien, il y a une avalanche de lettres de contestation et surtout beaucoup de naturistes qui nous écrivent. Alors, ce serait intéressant d'en parler plus longuement. D'abord, les naturistes. Nous emmenons nos enfants régulièrement dans des centres de naturistes. Nos enfants n'ont jamais honte de leur corps ou du corps de leurs parents. Ça leur paraît par ailleurs un excellent départ pour l'éducation sexuelle de leurs enfants. Puis une lettre d'une mère qui n'est pas d'accord non plus sur ce que que vous avez dit. Il faut naturel en tout. Elle vous reproche donc d'avoir un jugement trop tranché sur le nu. Enfin, d'autres n'ont pas très bien compris ce que vous aviez dit. Ils ont compris que selon vous, il ne fallait pas que les parents montrent de la tendresse devant leurs enfants. Alors là, je crois que c'est un autre problème. Il ne faut pas tout mélanger. D'abord, je n'ai jamais parlé de honte. C'est justement le contraire. Les enfants sont très fiers du corps de leurs parents. Pour eux, leurs parents sont toujours parfaits dans leur nudité comme partout ailleurs. Mais il y a des périodes dans la vie de l'enfant où il ne voit pas toutes les choses. Quand il est petit, il ne voit pas les organes sexuels, par exemple. C'est seulement à partir du moment où il s'aperçoit de la différence sexuelle, et pas seulement sexuelle, de la différence entre toutes les formes, qu'il commence à voir vraiment, à observer les corps. Les adultes doivent savoir, par exemple, qu'un enfant entre 18 mois et 2 ans et demi n'a pas du tout le sens du volume et de la différence. Le moment où il s'aperçoit des différences est très important, puisque c'est là que se structure la réalité. À cet âge-là, la différence de volume est donc pour l'enfant différence de beauté. Le grand est mieux que le petit. Il se sent inférieur aux adultes alors que, à ce même moment, il est déjà capable d'une parole aussi bien formulée que celle d'un adulte. Cependant, il n'est pas capable de valoir autant sur le plan sexuel et sur le plan corporel que ce merveilleux papa ou que cette merveilleuse maman. Voilà précisément ce que je disais. Quant aux adultes qui, sur les plages, se dénudent, eh bien, c'est du social, et cela n'intéresse ni plus ni moins les enfants que tout ce qu'ils découvrent dans le monde. Qu'ils sachent que leurs parents sont bâtis comme tous ces autres adultes, pourquoi pas. Mais les parents, c'est autrement important. Le fait d'avoir quotidiennement sous les yeux leur nullité fait que les enfants continuent de ne pas vouloir les voir. Ils y mettent comment dire, comme un cache imaginaire, parce que la nudité des parents, leur beauté, les blesse. Et ça, les parents ne le comprennent pas. Au contraire, à partir de 5 ans et demi, 6 ans, 7 ans selon les enfants, ceux-ci ne font attention à rien d'autre qu'à eux-mêmes et à leurs copains. Donc, à partir de là, les parents peuvent faire ce qu'ils veulent, à condition de ne pas obliger les enfants à faire comme eux. Mais les enfants sont mis de nouveau en état d'infériorité au moment de la prépuberté. J'ai vu moi-même pas mal d'incidents psychologiques chez les fillettes qui devaient subir ou avaient subi des vacances en camp de nudistes pour la première fois. Les parents pensaient que leur fille était assez grande et elle-même était très contente à l'idée d'aller là. Et puis, au retour, les parents ne comprennent pas plus pourquoi cette jeune fille, parce que j'en ai vu au moins 6, s'éteignent, deviennent très timides. Quand j'ai eu l'occasion de les voir en psychothérapie à l'hôpital, c'était comme si elles s'étaient cachées la réalité. Elles ne voulaient plus rien voir du tout. Elles se cachaient également à elles-mêmes. Moi, je suis tellement laide. Moi, je suis tellement moche. Les autres filles sont tellement bien. En réalité, elles étaient particulièrement bien bâties. Ça donne à réfléchir. C'est même très curieux. C'est même très curieux que plus les jeunes filles et les jeunes garçons sont beaux, plus ils se croient moches. Pourquoi? Parce que si tout ce qu'ils ont, plus les jeunes filles et les jeunes garçons sont beaux, plus ils se croient moches. Pourquoi? Parce que si tout ce qu'ils ont se voit, qu'est-ce qui se passe pour leur valeur de personne? Ce qui devient inquiétant au moment de la puberté, c'est qu'ils se sentent dévorés des yeux par les autres. Voilà pourquoi j'ai dit que la nudité des parents n'est pas sans danger pour les enfants. Ce n'est pas du tout parce que je trouve cela inconvenant. Il y a des moments très particuliers dans l'évolution de la sensibilité des enfants. S'il s'agissait d'une nudité entre enfants à peu près du même âge, il n'y aurait aucun sentiment d'infériorité. Tout cela, pour ceux qui ont demandé mon avis, ceux qui savent ce qu'ils doivent faire, qu'ils continuent. Il ne faut pas les inquiéter.
Blou, 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 blou. Il ne faut pas les inquiéter. Est-ce qu'il serait logique, par exemple, pour ceux qui pratiquent le naturisme, d'aller passer les vacances dans un camp de naturistes et une fois rentrés à la maison, de ne plus se montrer nus devant leurs enfants? Pourquoi pas? Mais enfin, je crois qu'il faudrait demander d'abord aux enfants leur avis et ne pas leur imposer quoi que ce soit. Chaque fois qu'il y a des difficultés entre parents et enfants, c'est parce que l'enfant n'a pas été libre de dire non à ce qui lui a été proposé, ou parce que dans le cas où il a acquiescé et où, à l'expérience, il change d'avis, son refus n'est pas accepté. Certaines lettres parlent d'une sorte de retour au naturel. Une mère nous dit: on ne se cache pas pour manger et l'on ne se cache pas pour dormir. Pourquoi est-ce qu'il faudrait se cacher lorsqu'on se baigne ou quand on se déshabille, par exemple? D'autres parents pensent aussi que le fait de se promener nu devant les enfants peut être un excellent début d'éducation sexuelle. Moi, je ne le crois pas. Les parents qui se montrent nus en toute occasion ne permettent tout de même pas aux enfants de toucher leur corps ou leur sexe. Jusqu'où ça ira, en fait? C'est extrêmement troublant pour un être humain de ne pas être initié à l'interdit de l'inceste. C'est sur l'interdit de l'inceste que se construit la valeur d'un sujet. Il ne peut pas, au point de vue de l'énergie de sa libido, c'est-à-dire de la richesse de son énergie sexuelle, retourner à sa mère. Si c'est un garçon, à son père, si c'est une fille. L'énergie sexuelle, pour en donner une image, c'est un peu comme une rivière qui part de sa source et va à l'océan. Eh bien, si une rivière s'arrête en chemin, elle devient un lac, qui n'a plus de dynamique. Et si la rivière remonte à sa source, où va-t-elle se déverser? Elle va s'accumuler, s'accumuler. C'est cette accumulation d'énergie qui crée des tensions chez l'enfant. L'interdit qui frappe l'inceste n'est pas assimilé par l'enfant avant ou plutôt 7, 8, 9 ans, selon les enfants. Avant cela, l'enfant qui a une excitation sexuelle Avant cela, l'enfant qui a une excitation sexuelle veut toucher ce qui l'excite, et à ce moment-là, il entre dans un état de tension sexuelle qui, chez les garçons, est visible dans l'érection. Chez les filles, cet état ne se voit pas, mais il est tout aussi réel et ressenti avec précision, excitant un désir de corps à corps. Quant à l'éducation sexuelle, cela n'a presque rien à voir avec la forme et l'apparence des organes sexuels. Il s'agit surtout d'une éducation de la sensibilité, qui commence justement par interdire de téter sa mère toute sa vie. L'interdit de se faire torcher par elle toute sa vie. L'interdit de pouvoir avoir des privautés sexuelles avec elle. Cette mère nous dit: nous mangeons devant tout le monde. Bon, peut-être que tous ses besoins, elle les fait en public, devant sa famille. Mais cela m'étonnerait qu'elle aille jusqu'à demander à ses enfants d'assister à ses rapports sexuels. Non. D'ailleurs, elle précise qu'il n'est pas question de faire de l'exhibitionnisme. Elle ne veut pas aller chercher l'enfant quand elle se déshabille. Mais elle précise néanmoins: nous ne fermons aucune porte à nos enfants. Voilà. Mais alors, il faut qu'elle permette à ses enfants de fermer, eux, leurs portes s'ils le veulent. Car certains enfants, vers 7, 8 ans, ne veulent pas être vus nus par leurs parents. C'est curieux, mais c'est vrai. Et on peut voir aussi des parents qui les grondent. Tu dois laisser ta porte ouverte quand tu te laves, alors que l'enfant veut justement la fermer. Il faut toujours respecter ce que l'enfant désire lorsque ce n'est pas nuisible. Or, lorsqu'on s'impose trop, finalement, il veut se défendre et souffre de ne pas pouvoir le faire. D'ailleurs, je crois que la plupart de ces parents qui ont le désir de nature, de nudité, ont eux-mêmes des parents pas trop rigides, ont eux-mêmes des parents par trop rigides. Ceux qui ont eu des parents naturistes savent très bien qu'il y a eu une période de leur vie où ça les a gênés et où, au lieu de stimuler leur sexualité à travers leur sensibilité, cela a stimulé une réactivité sexuelle qui ne faisait vibrer que le corps. Or, le corps et les sentiments doivent aller de pair. C'est toute une maîtrise de soi que d'arriver à l'âge adulte, avec à la fois désir et maîtrise du désir, et responsabilité de ses actes. Pourquoi les humains cachent-ils par pudeur leur sensibilité sexuelle? Par pudeur leur sensibilité sexuelle. Justement parce qu'ils ne veulent pas être à la merci de tout un chacun qui, en voyant dans leur corps le signe de leur désir, un désir physique qui ne correspondrait pas à leur sensibilité, à leur éthique ou à leur intelligence,
pourrait profiter d'eux. Mettant à nu leurs désirs, ils se retrouveraient désarmés devant n'importe qui. Eh bien, tu me désires? Alors allons-y. Ce qui distingue sur le plan sexuel les humains des animaux, c'est bien l'amour de l'autre associé au désir. C'est l'éthique humaine qui réprouve le viol comme atteinte à la liberté de l'autre, et désir non accordé par le langage entre les partenaires. Au moment des pulsions incestueuses de l'Oedipe, au moment de la puberté, les pulsions sexuelles peuvent déborder les barrières de la morale consciente et créer chez les individus des conflits existentiels. Ce sont des périodes sensibles, où le rôle des adultes vis-à-vis des jeunes qu'ils ont la charge d'aider à connaître et maîtriser leurs désirs n'est pas de profiter du trouble de la sexualité sans expérience des jeunes. À court terme, cela provoque séduction et dépendance, le contraire de l'autonomie et de l'accès au sens des responsabilités. À long terme, cela entraîne refoulement ou dérèglement de la sexualité, avec éventuellement des conséquences non seulement sur la génitalité adulte, mais aussi pour l'équilibre de la personnalité et la confiance en soi, du fait des échecs culturels qui s'ensuivent. Voilà pourquoi le parti pris nudiste de certains parents me semble aussi dangereux dans l'éducation que le parti pris du silence total concernant le corps et que l'absence d'information. C'est au nom de la prophylaxie des névroses que je dis ceci. On dirait qu'elle est morte. Agressivité. Voici encore une maman déroutée. Elle a écouté avec beaucoup d'attention ce que vous avez dit sur le problème de la mort. Moi, j'ai quand même une question à vous poser sur un côté du problème que vous n'avez pas abordé. C'est le désir de l'enfant de tuer son père ou sa mère, suivant son sexe. Le désir notamment de ma fille que je sois morte. Ce problème, j'essaie de le comprendre. J'avoue que c'est un peu difficile. Son plaisir, c'est de jouer au papa et à la maman avec nous. Alors, elle se raconte ceci. Tu seras le papa, et elle dit ça au père. Tu seras le bébé à sa mère, et moi, je serai la maman. Il nous arrive très souvent d'entrer dans son jeu, mais parfois, on n'en a pas envie. La petite dit alors, bon, je suis le papa et vous les enfants. Et si on lui demande où est la maman, elle répond, elle est morte. L'autre jour, elle était avec une de ses amies, âgée de 6 ans, aucune des deux ne voulait être la maman. Eh bien, on dirait qu'elle est morte. Vous voyez, les enfants utilisent le conditionnel. Ce conditionnel est très important pour entrer dans le fantasme, dans le monde imaginaire. Car c'est dans un monde imaginaire que cela se passe, un monde totalement différent de la réalité. On voit des petits garçons, par exemple, jouer avec un fusil ou un revolver et tuer tous les gens. Eh bien, ils sont ravis quand on leur dit ⁇ ça y est, je suis morte ⁇ tout en continuant à vaquer à ses occupations. Ils ont besoin de fantasmes leur permettant de quitter cette terrible dépendance qu'ils ont vis-à-vis des parents dans la réalité. Ils imaginent alors qu'ils sont dans un autre monde où ils pourraient être des adultes. Si l'on était dans ce monde-là, mais on n'y est pas, et ce n'est pas du tout la peine que les parents se mêlent au jeu des enfants. Il vaut mieux qu'ils ne s'en mêlent pas. Cette dame nous dit encore, oui, je sais bien, le complexe d'Oedipe. C'est vrai. C'est comme cela que ça se vit. Et ce qu'il faut, c'est que les parents ne prennent pas un air chagriné. Au contraire, qu'ils acceptent verbalement d'être morts. Mais qu'ils ne miment ni ne jouent à être morts puisqu'ils seraient morts. Si on était dans un autre monde, au contraire, qu'ils acceptent verbalement d'être morts, mais qu'ils ne miment ni ne jouent à être morts, puisqu'ils le seraient morts si on était dans un autre monde. Tout cela, c'est très positif pour l'enfant. Vous venez de parler d'enfants qui jouent avec des fusils ou des revolvers. Il y a beaucoup de parents qui s'insurgent contre, justement, cette industrie du jouet un peu meurtrier. Est-ce que ça vous choque? Faut-il empêcher les enfants d'avoir ce genre de jouet? Si on ne leur en offre pas, ils en fabriquent avec du carton ou avec n'importe quoi. Ils ont besoin de ces fantasmes de maîtrise de la vie et de la mort. C'est ça, un être humain. Il faut qu'il arrive, si l'on peut dire, je ne trouve pas le mot exact, mais ce serait quelque chose comme à apprivoiser les mystères de la vie. L'enfant se met dans un monde imaginaire pour y arriver. C'est grâce à ces jeux que l'enfant supporte aussi la réalité, la restriction à la liberté, imposée à tous par la nature des choses, par la souffrance, par les lois sociales, par la mort. Si les enfants ne pouvaient pas jouer, ils se trouveraient sans défense devant cette horrible tuerie qui existe dans le monde. L'imaginaire sert à se défendre du drame de la réalité.
mais que les parents n'entrent pas dans ce jeu. Ce n'est pas la peine non plus de dépenser beaucoup d'argent pour ces jouets de guerre, qu'ils sachent en revanche que les enfants ont besoin d'y jouer. Enchaînons sur, enchaînons sur l'agressivité. Une mère a 4 enfants. Une fille de 7 ans, un garçon de 5 ans, une fille de 22 mois et puis tout, un tout jeune fils qui a 2 mois maintenant. Le garçon de 5 ans est très agressif. Il est également très souvent dans les nuages et devient hargneux quand on essaie de le sortir de son rêve. Il s'agit d'un, il s'agit d'un second après une fille, position difficile pour les garçons. Il est probable que pour la conquête de la réalité, il aurait envie d'avoir l'âge de sa sœur. L'enfant n'est pas encore capable de bien faire la différence, si on ne l'y aide pas, entre grandir à l'image de l'autre et prendre sa place. Pour lui, c'est le danger. Il voudrait faire tout ce que fait sa sœur. Il voudrait être sa sœur pour être grand, mais pas du tout pour devenir sexué comme une fille. En fait, il voudrait devenir comme son père, mais sa sœur, plus grande, semble lui barrer le chemin. Je crois que dans cette famille, le père devrait s'occuper davantage de son fils, avoir des moments de jeu et de parole seul à seul avec lui. Un fils doit être élevé par son père beaucoup plus tôt qu'une fille. Quelquefois, quand le père sera avec son fils, qu'il lui dise: oui, les filles ne pensent pas comme nous. Toi, tu es l'aîné des garçons, elle est l'aînée des filles. Tu es le second en âge, mais tu es l'aîné des garçons. Comme ça, il permettra à la fille et au garçon de se développer distinctement. À partir de 3 ans et demi, ils ont, se- ils ont à se développer très différemment quant à l'image de leur corps différemment sexué. La fille en identification à la mère, le garçon en identification au père. Et cela jusqu'à leur complète autonomie, qu'on peut placer au plus tôt à l'âge dit de raison, celui de la denture définitive encore incomplète, mettons 8 à 9 ans. Le garçon est très agressif à l'école. Par exemple, ça se traduit par les bagarres mémorables. Il veut montrer qu'il est un garçon. La mère ajoute: je ne sais plus trop que faire. Je voudrais qu'il arrive à contrôler cette agressivité spontanée. Et elle ajoute, entre parenthèses: chez nous, peu de télé. Je crois qu'elle pense à l'influence nocive des films. Peut-être oui, mais ici, il s'agit plutôt de l'influence insuffisante d'un homme adulte dans la vie de ses enfants, surtout de ce garçon. Il faut que la mère s'arrange pour qu'il aille avec des garçons, qu'elle lui dise: tu es un garçon, ta sœur est une fille. Tu es le premier des garçons et c'est pourquoi tu es comme ça. Ton père va t'aider, tu ne peux pas rester toujours aussi agressif. Toute ta force est très bien, mais tu peux l'utiliser autrement. Le père lui montrera des jeux de garçons, des jeux sociaux, des jeux de force et de maîtrise, des jeux d'adresse, tout ça. La mère s'occupera davantage de sa fille. La combativité est une qualité sociale, une marque de virilité, mais aussi de féminité. Éduquée. Existe-t-il des cas d'agressivité en général? Ce garçon-ci est à l'âge le plus agressif. C'est entre 3 ans et demi et 7 ans que les garçons sont le plus agressifs, jusqu'au moment où ils ont découvert que la virilité, ce n'est pas l'agressivité en elle-même, ni la force spectaculaire, mais l'usage qu'ils en font dans l'acceptation des lois de la société, l'intelligence de la conduite et des buts, le respect et la tolérance des autres, l'esprit de participation, l'amitié, l'amour, la responsabilité. Tout cela, chez un petit gars fougueux, demande l'amour et l'attention d'un père qui reconnaisse dans son fils ses qualités et l'incite, en lui donnant confiance, à les développer. Tout cela ne se fait pas en quelques semaines. Il me semble que cette mère est trop anxieuse et que le garçon est en mal de père. Peut-être elle-même n'a-t-elle pas eu de frère. Des mères filles uniques sont démunies face à l'éducation des garçons et des pères fils uniques face à l'éducation de leurs filles. Donne-toi fina, donne-toi fina.